bonjour à toi. Je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de la capsule Reporter de lumière. Si tu nous rejoins pour la première fois par ici, je suis Léa, la facilitatrice de cet espace d'échange et de partage dans lequel je reçois des invités. Reporter de lumière, ce nom m'a été soufflé dans l'intention d'une mise en lumière, de thématiques, de sujets divers et variés, et même d'êtres qui œuvrent pour ouvrir les consciences, pour voyager vers sa nature profonde et permettre à ceux qui nous entourent de retrouver leur lumière intérieure. Alors si le cœur t'en dit, n'hésite pas à faire voyager l'épisode autour de toi. Je te souhaite pour ma part une belle écoute et je te dis à très vite. Dans l'épisode du jour, nous sommes aux côtés de Victoria Guillaumont pour un temps de partage. Victoria est ce que je nomme une exploratrice de soi, des autres et du monde. Elle cultive une vision qu'elle met en pratique dans son quotidien, la transformation intérieure comme clé d'évolution pour le collectif. De cette exploration sont nés différents espaces de partage et de transmission, à travers ses livres, son podcast Nouvel Œil et d'un documentaire co-réalisé nommé Shimla. C'est avec joie que nous allons explorer aux côtés de Victoria comment elle a fait de son quotidien un terrain d'apprentissage d'une vie vécue dans la conscience de soi, des autres et du monde, ancrée dans des valeurs de cœur. Bonjour Victoria, merci de nous offrir de ton temps dans cet espace de partage et de nous faire la joie de ton témoignage. Pour rappeler un peu la thématique pour laquelle on se rencontre, j'avais très envie d'échanger avec toi autour d'un sujet qui, moi, me tient à cœur, de l'apprentissage, de vivre une vie dans la conscience de soi, des autres, du monde et de vivre sa vie depuis des valeurs et depuis un espace du cœur. Et je trouve que tu représente bien cette thématique. Avant de démarrer notre temps, est-ce que tu peux nous partager ce que tu as envie de toi pour qu'on te découvre davantage ? Merci Léa pour cette invitation, ça me touche beaucoup. Ce que j'aimerais partager de moi, c'est peut-être la joie. Cette joie qui m'habite depuis que je suis toute petite et que je veille à préserver à mesure que je grandis. Parce que j'ai toujours eu peur que l'âge adulte m'enlève cette joie-là. Je voyais de plus en plus, en grandissant, des adultes qui s'éteignaient par les couches qu'on pouvait s'imposer, notamment avec la pression de la société, etc. Et de voir souvent des visages gris et éteints dans les yeux des adultes, je me disais, mais je veux préserver coûte que coûte cet émerveillement et cette joie. Parce que déjà, assez tôt, je conscientisais que c'était probablement la plus belle force qu'on puisse avoir. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que je tiens et que je préserve en moi, c'est cette joie-là, c'est celle qui me caractérise. Et c'est celle que j'essaie de propager au plus possible à travers mes projets dans le monde parce que aujourd'hui, on en a tellement besoin de plus en plus. Et pour moi, c'est le plus beau des pansements. Et encore une fois, la plus belle force. Donc, j'essaie de propager généreusement cette joie. Merci. Y a une question que j'aime poser toujours au début de ce temps, c'est qu'est-ce que la lumière pour toi ? Parce que le nom qui m'a été soufflé d'appeler cette capsule, c'est Reporter de lumière. Et c'est un nom qu'on entend partout, mais je crois qu'elle peut avoir une signification et un vécu différent. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que pour toi cette lumière dont tout le monde parle ? Comment elle se manifeste en toi et autour de toi, par exemple ? Pour moi, la lumière, elle se manifeste de plein de manières différentes. Ça peut être l'intuition. C'est souvent des ressentis en fait. Y a des moments où on se sent traversé par quelque chose de plus grand, où on se sent habité, où on se sent complètement presque en lévitation de tout et où en fait on est porté par un truc qui est indescriptible et qui fait que tout prend sens autour de nous, qu'on a une confiance inébranlable en la vie, en soi, en l'ordre des choses. Et cette lumière, elle rend la vie tellement plus légère. Et souvent, moi je reconnecte avec elle à travers l'intuition. C'est comme une petite voix qui nous indique un peu le chemin à suivre dans des moments où on n'a pas forcément la lucidité sur quoi faire, quand le faire, avec qui. Et j'arrive à lui laisser de la place, souvent dans la solitude, et beaucoup dans la nature. J'ai beaucoup plus de mal à être traversée par cette lumière quand je suis influencée par les autres, quand je suis en ville, quand je suis un peu submergée par le bruit ambiant. Donc cette lumière, je crois que c'est notre guide à tous et c'est celle qui nous dit quoi faire et quels choix prendre qui soient les plus justes pour nous et pour l'avenir de l'humanité aussi, quoi.
Merci pour ce beau témoignage. Quand tu parles de l'intuition, comment tu reconnais, toi, cette voix de l'intuition qui vit en toi? Est-ce que tu pourrais nous partager des éléments de reconnaissance où du coup tu sais que c'est de la voix de l'intuition et pas la voix, par exemple, des fois du mental ou de la peur? Comment ça se manifeste, cette subtilité à l'intérieur de toi? C'est quand on n'a pas le choix. En fait, l'intuition, elle s'impose tellement que t'as pas d'autre choix que de l'écouter, sinon tu sais que de toute manière ça va être difficile pour toi, que la vie après va te mettre des bâtons dans les roues et que tout va devenir plus compliqué. En tout cas, les fois où j'ai pas écouté mon intuition, la vie a toujours su me montrer que non, on t'avait montré là ce qu'il fallait faire, on te l'avait chuchoté, tu l'as pas fait. Donc bam. Et en fait, c'est un sentiment intérieur de désaxement. Je sais même pas si ça se dit désaxement, mais on se sent pas aligné en tout cas, du moins, quand on ne suit pas son intuition. Et moi, la première fois qu'elle a parlé très fort, ça a été à mes 18 ans, où j'avais une petite voix qui me disait va en Inde. Mais je ne l'expliquais pas parce que j'avais vraiment vu aucun reportage sur ce pays, aucune idée de à quoi ça ressemblait. Et en fait, les seuls mots qui me venaient, c'était ceux des autres, c'est-à-dire c'est un pays pauvre, c'est un pays violent, c'est un pays dangereux. Et c'était finalement que les filtres qu'avaient les gens sur ce pays qui me revenaient aux oreilles. Je ne connaissais que ça de l'Inde. Et pour autant, j'avais une boule de feu en moi. Vraiment, qui me disait, mais il faut que tu ailles en Inde. Et c'était irrationnel. Je ne pouvais même pas le justifier à mes proches qui me disaient pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de pourquoi. Et j'y ai été. Et ça a changé ma vie. Et en fait, c'est la première fois où j'ai vraiment suivi mon intuition. J'avais peur, évidemment, parce que, voilà, toutes les peurs rationnelles qui peuvent être je pars seule, je suis une femme, j'ai 18 ans, ça va être trop violent émotionnellement, qu'est-ce que je vais vivre là-bas, l'inconnu, quoi. Et de voir à quel point j'ai senti la vie vibrer en moi là-bas, et à quel point, finalement, ça m'a reconnecté en grand à mon intuition. Quand je suis rentrée en France, il y a plein de paradoxes qui me sautaient aux yeux, face auxquels je fermais les yeux avant. Et ça m'a permis de faire comme une mue, en fait. C'est comme si je changeais de peau et que je laissais un petit peu toutes ces couches de paraître que je m'imposais. J'avais 18 ans, donc en fait, à cet âge-là, on a peu confiance en nous. On fait beaucoup en fonction du regard des autres, en fonction de ce que la société voudrait de toi. Et moi, j'essayais de coller à toutes ces injonctions-là parce que je pensais que c'était la seule manière de vivre sa vie. Et en rentrant de ce voyage, il y a plein de changements qui se sont manifestés dans mon quotidien, qui m'ont poussée à me réaligner et à aller chercher vraiment l'essence même de qui j'étais. Et à partir de ce moment-là, l'intuition, elle a commencé à faire beaucoup plus de bruit. Et j'ai compris que j'avais raison de l'écouter parce qu'elle me montrait toujours le bon chemin, quoi. C'est chouette ce que tu dis et merci de ce partage parce que je trouve que ça vient aussi montrer que parfois on a des intuitions et c'est pas pour autant qu'on n'est pas en même temps traversé par d'autres choses qui nous habitent comme la peur ou peut-être de l'angoisse ou de l'incompréhension, mais que c'est une voix qui est là et qui s'impose, comme tu l'as dit, à soi. Comment ça se manifeste le processus intérieur justement de mue qui se passe quand tu suis plus l'intuition que la peur, parce que mine de rien elle est quand même présente. Comment tu... Ouais. Est-ce que tu as soit des outils, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en pratique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour justement enclencher en fait ce pas de je suis cette voie-là de l'intuition plutôt que je suis cette voie-là de la peur, et comment tu reconnais que c'est de la peur du coup? Est-ce que tu peux nous partager Alors en fait, quand on commence justement à suivre cette intuition, on se rend compte que la vie nous remercie de l'avoir fait. C'est-à-dire que tu rencontres la bonne personne au bon moment, qui t'amène vers telle opportunité, cette même opportunité qui va t'amener à une autre rencontre, etc. Et en fait, c'est comme si tu ouvrais le chemin au tout est possible. Et donc les peurs, en tout cas pour mon cas personnel, ça s'est manifesté comme ça, elles sont beaucoup plus présentes au début. Parce que ça demande à un moment donné que tu fasses un pas hyper vertigineux dans l'inconnu, où tu t'abandonnes à quelque chose de plus grand, qui est complètement irrationnel, et où du coup tu dis ok, bon, c'est comme si tu dis j'essaie quoi. Et dès lors que tu dis bah oui à la vie quoi, et qu'elle te montre que tu as raison d'y croire, et que les premières opportunités arrivent, et que t'as moins peur inévitablement, parce que tu sens qu'en fait quand tu fais confiance les choses se passent. Alors après on reste humain et il y a toujours des moments où les peurs reviennent, mais moi à mesure que je grandis j'ai de moins en moins peur.
parce que je fais de plus en plus confiance en la vie, en mon intuition, et je vois que au plus je lui fais confiance, au plus la magie opère. Et donc de plus en plus, j'arrive vraiment à me sentir soutenue, et là je reviens de 2 mois en Inde, et je n'ai jamais senti la vie aussi vive en moi qu'au cours de ces 2 derniers mois, et j'ai le sentiment de m'être libérée de plein de peurs aujourd'hui. Donc je pense que c'est le passage à l'action en fait qui vraiment nous permet de dissocier la peur la peur en fait, d'écarter la peur. C'est le passage à l'action, et en expérimentant on se rend bien compte qu'en fait, alors évidemment il y a toujours des moments où c'est plus compliqué, où il y a des pépins, où ça s'appelle la vie, mais on sent un état intérieur qui est beaucoup plus paisible, qui est beaucoup plus aligné, et puis on arrive à connecter à cette fameuse part de magie de la vie qui est difficile à décrire parce qu'en fait il faut vraiment l'expérimenter et elle est propre à chacun. Donc je dirais agir quoi, vraiment. Ça me donne une image que j'aime bien partager aussi avec les personnes que je reçois en soins. C'est vraiment comme si on est sur le bord d'une falaise et qu'en fait quand tu sautes, tu te rends compte qu'il y a le filet de sécurité que tu voyais pas, mais qu'en fait il a toujours été là et qu'il suffisait juste de jeter dedans. Exactement. Finalement. Et c'est chouette. C'est comment toi en fait cette progressivement de créer ton chemin de vie en fait depuis cet espace de l'intuition, comme tu l'as expliqué, a provoqué quand même une mue à l'intérieur de toi, mais comment maintenant dans ta vie extérieure ça se matérialise et comment ta vie extérieure a bougé peut-être sur certains aspects, comment ça se passe dans ta vie extérieure? J'ai aligné toutes mes actions du quotidien, c'est-à-dire que ce que je fais, mon engagement, il a pris des formes qui me sont propres parce que c'est les formes qui me correspondent, à savoir l'écriture, l'animation de mon podcast, la réalisation de mon premier film. C'est autant de projets que je n'aurais jamais osé lancer si j'avais pas cette confiance en la vie, parce que j'ai aucun diplôme pour ça. Et si j'étais restée dans mes peurs, ça aurait été: tu n'es pas légitime, tu ne gagneras jamais ta vie avec ces projets, c'est pas un vrai métier, ça sera pas durable, il y en a d'autres qui le font mieux que toi. En fait, j'aurais très bien pu me limiter à tout ça. Et j'y ai cru. J'y ai cru parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à gratter et que si je le faisais pas, je passerais à côté de quelque chose. Donc ça s'est matérialisé par des actions très, très concrètes comme celle-là. Et après, ça s'est vraiment infusé dans tous les pans de ma vie où j'ai apporté beaucoup plus de conscience à tout, au lieu dans lequel je vis, aux personnes desquelles je m'entoure. En fait, aujourd'hui, je perds plus de temps et d'énergie avec des personnes qui, je sais, ne vont pas m'élever ou pire, vont m'être nocives. Alors qu'avant, j'avais tendance à préserver coûte que coûte des relations qui m'étaient toxiques sans me rendre compte de leur toxicité, parce que je me disais que c'était des relations qu'il fallait absolument garder dans sa vie. Et donc, voilà, c'est comme si aujourd'hui, toute ma vie était teintée de cette part de spiritualité au final, et qui rend tout plus doux, tout plus juste. Et au final, on se sent plus libre, quoi. Comment on arpente ce chemin progressivement pour revenir dans cette conscience justement de soi, apprendre en fait à savoir qui on est dans notre cœur et dans notre... moi j'appelle ça le souffle qui nous anime, mais de reconnecter à ça, et ce qu'on partageait juste avant d'enregistrer, à une forme de grandeur et de sagesse à l'intérieur qui se manifeste et en fait qui est déjà là finalement. Comment la vie elle t'a permis de venir sur ce chemin ou de revenir sur ce chemin ou de t'y emmener? En fait, je crois que tous on sait au fond de nous ce qu'il faudrait faire. Et au contraire, les chemins qui ne seraient pas forcément les nôtres. Mais ce qui différencie ceux qui osent suivre ce que la vie leur indique ou ce que la société leur indique, c'est la peur en fait. Et c'est très inconfortable, et je reconnais que ça demande une force intérieure assez puissante que d'oser suivre la petite voix qui te dit c'est ce chemin-là, quand bien même tu ne sais pas du tout où ça va t'amener. C'est le brouillard complet, t'as aucune projection possible sur les 5 prochaines années, mais au fond de toi, t'as un truc plus fort qui te dit mais vas-y en fait. Et c'est comme si depuis toute petite, je sentais en moi que j'étais prédestinée à quelque chose de plus grand et que je n'aurais pas une vie normale. Et je disais toujours à mes parents, j'aurais pas une vie normale.
Et j'en souffrais beaucoup parce qu'en fait, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix que d'avoir une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire faire comme tout le monde fait. Donc j'ai mis ce costume de la fille très bonne élève qui ramenait les meilleures notes, major de promotion. J'avais mes prochaines années toutes tracées où je voulais travailler en finance. Le directeur de mon école de commerce m'avait déjà trouvé un boulot à New York à la fin de mes études. Enfin, tout était lisse, tracé. J'aurais gagné beaucoup d'argent, j'aurais eu un super mari, une super famille, une super maison et j'aurais pu être heureuse aussi dans ce genre de vie. Et je critique aucunement les personnes qui ont cette vie-là et qui se sentent épanouies. Mais pour moi, je sentais que en fait, j'allais droit au casse-pipe et que je me retournerais à 50 ans en me disant mais en fait, t'es passé à côté de tout, quoi. Et t'as vécu, oui, mais t'as vivoté, en fait. Tu n'as pas ressenti la vie en grand pour ce qu'elle pouvait t'offrir. Et, et c'est comme si, à mesure que je grandissais, et que du coup, voilà, ce voyage en Inde, ces rencontres, l'ouverture spirituelle qui s'affirmait de plus en plus, ça a été des lectures, Krishnamurti, Eckhart Tolle, des rencontres, le lancement de mon podcast aussi quand j'avais 22 ans, Nouvel Oeil, qui m'a permis de rencontrer des gens absolument merveilleux, éveillés, qui osent, qui suivent leurs rêves, où je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est plus grand que ça, quoi. C'est pas juste cocher les cases, il y a quelque chose de plus, quoi. Et j'ai toujours eu cette question qui me trottait dans la tête quand j'hésite à faire... à me lancer ou qu'il y a un choix un peu vertigineux à faire, je me dis mais imagine là t'as 100 ans, tu te retournes sur ta vie, en fait qu'est-ce que tu veux voir? Quel film tu veux dérouler? Et quand j'ai peur de quelque chose, je me dis au pire du pire qu'est-ce qui se passe? Vraiment j'imagine tous les scénarios possibles, le pire du pire, je me dis au pire, bah en fait tu meurs en fait. Il y a que ça. Et on va tous mourir. Donc savoure cette chance, ce privilège d'être né en France, d'être en bonne santé. En fait, c'est presque une responsabilité, un devoir que tu as d'oser suivre tes rêves et d'œuvrer à plus grand que toi pour essayer d'éveiller les consciences à travers ce que tu sais faire, écrire. Et donc, il y a eu un moment où, en fait, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, mais ça serait même égoïste que de rentrer dans les cases et de faire comme si la vie c'était ça, alors que tu sais que la vie n'est pas ça. Et donc à un moment ça te rattrape et puis dès lors que tu oses t'abandonner à ça, tu peux plus faire chemin arrière après. Il y a vraiment un moment où c'est enclenché et où j'ai envie de dire c'est trop tard, quoi. Un point de bascule. Ouais, il y a un point de bascule, tu le sens en toi, quoi. Tu le sens. Merci pour ce partage. Parce que quand j'étais venue voir Shimla, à la fin, donc tu étais présente au débat et tu parlais d'écologie intérieure. Alors moi, ce terme, il me parle, mais est-ce que tu peux nous le présenter? Qu'est-ce que tu entends, en fait, toi, dans ce terme d'écologie intérieure? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu y mets? Et du coup, comment, dans ton quotidien, tu l'appliques à toi? L'écologie intérieure, en fait, c'est la vie intérieure. Et de mettre le mot écologie, c'était une façon de ramener la question écologique à ce sujet on peut l'appeler très largement le développement personnel. Parce que pour moi, ces deux sujets, c'est les mêmes. C'est-à-dire que quand on parle de crise écologique aujourd'hui, on parle de crise de sens. Les gens sont paumés aujourd'hui, on le voit. Les gens cherchent coûte que coûte à trouver un sens à leur vie, comme tu le disais au début de l'interview, à trouver la lumière. Il y a de plus en plus de dépression, de personnes sous antidépresseurs, il y a de plus en plus de burn-out, de ruptures, et on l'a vu d'autant plus avec le Covid, qui a clairement accéléré toutes les prises de conscience. Et pour moi, l'écologie, la vraie aujourd'hui, c'est celle du travail intérieur de chacun, en fait. On ne parlera pas d'écologie tant qu'on restera sur les contraintes, les privations, la colère, la peur. Il faut arrêter l'avion, il faut arrêter la viande, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des gens qui font bien, il y a des gens qui font mal. En fait, on restera toujours dans la confrontation. Et pour moi, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est de tout faire transiter vers l'amour, en fait, et d'arrêter de faire peur aux gens. Mais de renouer cet amour universel. Et ça, on y touche quand on arrive déjà à se sécuriser soi-même et à ne plus voir le monde comme une menace, les autres comme une menace, mais à se sécuriser à l'intérieur. Et ça demande de faire un vrai travail thérapeutique sur les blessures qu'on a pu avoir dans notre enfance, les charges émotionnelles qu'on tient de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est le travail d'une vie. Et au plus tôt on s'y met, au plus déjà personnellement on arrive à s'aligner, à être heureux. Et donc par ricochet, on arrive à impacter le monde. Et pour moi, la vraie transition sociale, humanitaire, écologique, elle vient de là. En fait, sinon... on fera que brasser du vent. Alors je dis pas que les petits gestes ils sont pas nécessaires et qu'ils n'ont pas leur impact, évidemment que si, mais le nœud du problème pour moi il est en chacun et d'aller creuser vraiment qui on est
Et ça, on ne nous pose jamais cette question à l'école. Qui tu es toi ? Quelle est ta valeur ajoutée ? En quoi tu peux impacter le monde ? Qu'est-ce qui te rend profondément joyeux et heureux ? Plutôt que de nous dire la vie est un combat, c'est une lutte, il faut être meilleur de ton voisin, va vite, écrase l'autre, il faut vite que tu gagnes de l'argent, c'est ça qui va te rendre heureux, c'est ça qui va te sécuriser. Et en fait, on nous met des couches de peur qu'on met après une vie à se dépouiller parce qu'il y en a trop. Et dès lors qu'on a compris et intégré et ressenti qu'à l'intérieur de soi, on avait toutes les richesses du monde et qu'on était soutenu par les autres, par la vie, que l'humanité, on n'était qu'un. Il n'y a pas de question de frontières, il n'y a pas de question de noir ou blanc. On est tous pareils, on a tous les mêmes besoins fondamentaux, on cherche tous l'amour en fait. Et quand on ressent ça à l'intérieur de soi, c'est comme si on était porté, encore une fois, par quelque chose de plus grand qui fait que on est beaucoup moins influençable en fait. On est beaucoup moins influençable par la société, par les publicités qui nous montreront que quand on aura tel pull, on sera plus jolie, quand on aura mis telle crème, on aura moins de rides, et que donc on sera... Et où au final, ça vient juste nourrir ses peurs de pas être assez, de pas être aimé, de pas... Et donc vraiment d'aller creuser cette vie intérieure-là, pour moi, c'est la base de tout. Vraiment, c'est comme le terreau qui va permettre à ce que les fleurs poussent et soient belles, quoi. Et s'il n'y a pas ce terreau-là, bah, on pourra tenter de mettre des pesticides, de l'eau, ça poussera de travers, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est la base de tout, cette écologie intérieure, mais c'est pas évident. Parce que... Ouais. Comment au quotidien, par exemple, dans une journée lambda de ta vie, tu veilles à cette écologie intérieure ? Comment tu mets des... Enfin, j'aime pas trop dire pratique ou outil parce que chacun le vit différemment, mais toi, comment, dans une journée quotidienne, t'es vigilante, si on peut parler de vigilance, à ce que cette écologie intérieure elle prenne sa place et à cultiver, tu parlais de joie, d'émerveillement, d'amour, à cultiver en fait ces fréquences pour qu'elles puissent s'enraciner et que ça fasse ton terreau en fait pour plus tard. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais ? Est-ce que tu fais rien ? Comment ça se manifeste dans une journée de ta vie ? Par plein de manières. Mais tout est finalement relié à une seule question qu'une femme m'avait posée quand j'étais en Inde. J'avais été dans un ashram il y a 4 ans. Et j'avais rencontré une femme qui venait d'avoir un accident très grave. En fait, elle était passée sous un camion. Et vraiment, le camion lui a roulé dessus, quoi. Donc c'est miraculé. Aujourd'hui, elle est tétraplégique, mais elle reste vivante. Mais elle n'a plus l'usage ni de ses jambes, ni de ses bras. Donc elle est en fauteuil roulant. Et en fait, c'était une femme qui était boulimique de vie. Hyperactive, toujours à faire 1000 trucs. Et dans la femme qu'elle décrivait qu'elle était, je me reconnaissais, en fait. Parce que moi, je suis toujours en train de vouloir manger la vie. Tellement j'aime ça, tellement je m'émerveille de tout. Et donc, j'ai envie de faire 1000 trucs dans ma journée, quoi, pour la rentabiliser au maximum. Et elle me disait, mais tu sais, pour moi, c'était le pire truc qui puisse m'arriver, factuellement, d'avoir cet accident. Aujourd'hui, on me coupe de la vie. Et pour autant, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Parce que j'ai pris la mesure qu'en fait, la seule chose sur laquelle j'avais le contrôle, c'était mon énergie. Et aujourd'hui, j'ai peu d'énergie. Et donc, en fait, ça me pousse à prioriser ce qui compte vraiment. Donc, à qui je donne mon énergie ? Dans quelle activité ? Pour quelle raison ? Et elle me dit, je suis beaucoup plus heureuse qu'avant, parce qu'en fait, j'en fais moins, mais avec tellement plus de profondeur. Marcher 1 kilomètre, ça me demande tellement de temps et tellement d'énergie que je savoure chacun des pas, quoi. Et je regarde tout ce qu'il y a autour, des petits détails que je ne voyais plus avant. Et elle m'a partagé ce conseil de vie qui est qu'en fait, chaque jour, tu as une jauge d'énergie et tu décides de à qui, à quoi, pourquoi tu la donnes. Et aujourd'hui, je veille à préserver ça. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui me prennent de l'énergie pour des raisons X ou Y, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non, en fait, là, je viendrai pas, ou cette relation, je préfère l'éloigner de mon quotidien. Et au contraire, les personnes qui me nourrissent, qui m'élèvent, qui m'apprennent des choses, qui me stimulent, j'ai le droit de dire oui et de consacrer plus de temps avec ces personnes-là. Pareil pour les activités, pareil pour la manière dont tu t'alimentes,
dans l'environnement que tu côtoies, dans comment... Tout. En fait, à qui, à quoi et pourquoi tu donnes ton énergie. Et moi, c'est ce qui me guide au quotidien et qui me permet de rester centrée. Donc, globalement, j'en fais beaucoup moins qu'avant aussi dans mon quotidien. J'ai appris à dire non sur plein de choses. Avant, je disais oui à tout parce que j'avais peur de me blesser, j'avais peur de louper à côté de quelque chose, j'avais peur de prendre du retard. C'était des peurs, encore une fois, qui étaient liées derrière tout ça. Et donc, aujourd'hui, je veille toujours, au moins une fois dans ma journée, à avoir un temps pour moi, calme. Je médite tous les matins, où que je sois. Et au plus possible, un temps dans la nature. Et il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, quand je passe mes journées dans des trains, en déplacement. Mais j'essaie toujours au moins de regarder les arbres, d'écouter les oiseaux. Et c'est ça qui me ressource. Après, on a tous notre jardin personnel. Je me ressource aussi beaucoup dans le sport et dans la lecture et l'écriture. Mais pour certains, ça va être dans le contact avec les autres aussi. Je sais qu'il y a des gens qui se nourrissent et qui rechargent leur énergie en étant avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais du coup, j'invite à chacun vraiment à se demander qui, quoi, comment ils nourrissent leur énergie, en fait. Et ce qui nous prend de l'énergie, essayer d'y consacrer le moins de temps possible par jour. Et au contraire, ce qui nous en donne, ça, il faut le prioriser. Merci. Tu évoquais que tu revenais d'un voyage en Inde de 2 mois et que tu as été régulièrement déjà depuis quelques années. Comment tes propres voyages à travers le monde sont des invitations pour toi à te découvrir et à aller goûter à cette grandeur, à cette sagesse qui est en fait déjà en toi et qui vit en toi. Comment ce monde extérieur peut aussi être une ressource en fait d'invitation à se rencontrer. En fait, j'ai commencé à voyager seule après ce premier voyage en Inde quand j'avais 18 ans. En fait. C'est vraiment parti de là où j'ai compris que de découvrir le monde et de sortir de ma zone de confort, c'est ce qui me permettait véritablement d'accéder à des parts insoupçonnées de ma personnalité, de mes capacités, de mes ressources. Et j'ai appris à voyager seule parce que pendant longtemps, en fait, je n'aimais pas être seule. Je fuyais la solitude, ça me faisait peur, je comblais tout le temps le vide, quoi. Même si j'avais 5 minutes devant moi, il fallait que j'appelle une amie ou que je fasse quelque chose. Et je n'arrivais pas à faire silence en moi. Et le voyage m'a permis ça, c'est-à-dire que quand tu as un mois devant toi, où tu mets toute ta vie sur pause, que tu vas dans un pays que tu ne connais pas, rencontrer des gens que tu ne connais pas, que tu n'as rien prévu et que tu es seul, en fait, tu es obligé pour le coup de t'abandonner à plus grand que toi et à renouer avec ton intuition. Et moi, c'est le voyage qui m'a appris ça, c'est-à-dire que de me faire confiance et de faire confiance en la vie en voyageant, c'est ça qui m'a ouvert à des rencontres absolument magnifiques et qui a fait que dans chaque pays que j'ai visité, je me suis sentie soutenue, je me suis sentie aimée, je me suis sentie en fait en sécurité. Et forcément, quand tu es hors de ta zone de confort et que tu apprivoises l'inconnu, tu apprends à trouver les ressources en toi. Et donc, tu te libères de tellement de peur parce que tu te rends compte qu'en fait, même dans les pires situations, c'est ok. Et il y a toujours la bonne rencontre au bon moment. Et je dis pas qu'il n'y a pas aussi de la violence dans le monde, etc. Ça, évidemment. Mais en fait, l'intuition, elle te le dit, quoi. Moi, à plein de reprises, j'aurais eu la possibilité d'être vraiment ennuyée. Mais l'intuition me disait, ah là non, t'y vas pas. Ou de rencontrer quelqu'un et en fait, en 2 mots, vraiment, mon corps me disait, là, tu ne restes pas avec ce mec, en fait. Genre là, tu pars, quoi. Et du coup, tu trouves des excuses, des trucs de, ah, mais machin, il m'attend là-bas. Enfin, et de ressentir à tel point l'intuition te guide et est toujours là. Mais franchement, c'est même émouvant parce que tu te dis, mais waouh, je peux me faire confiance en fait, tout est en moi, quoi. Et du coup, les voyages en solitaire, c'est ce qui me ressource. J'essaie toujours de partir au moins un mois par an, où je sacralise ce temps-là et je pars sans aucun plan, quoi. J'ai mon quotidien souvent qui est très cadré, avec mes to-do list, mes choses à faire. Et mon voyage, c'est le moment où je me retrouve et où je me sens appartenir à plus grand que moi, quoi. Et là, ça a été différent il y a 3 ans, parce qu'on est parti du coup avec Johan, avec qui on a fait le film. Donc on est retourné en Inde. Enfin, on est allé, lui, c'était la première fois qu'il y allait. Moi, c'était donc la deuxième, mais sans avion. Donc on est parti de France et on a traversé 19 pays par la route sans prendre l'avion.
Et là, on a voyagé à 2, mais parce qu'on en ramenait un film. Donc c'était encore une raison différente. Et c'était une toute autre manière de voyager. Mais si je suis honnête, c'est vrai que j'ai eu plus de difficultés à reconnecter à ce truc que me procure le voyage en solitaire, en étant 2, parce que, en fait, tu te reposes sur l'autre. Même si t'es ouvert aux autres, t'es quand même moins réceptif aux rencontres, parce que tu sais que de toute manière, t'as ton acolyte de voyage, et donc tu te mets moins dans des situations hors de ta zone de confort complet, quoi. Et là, pour le coup, j'y suis retournée donc toute seule en décembre et janvier dernier. Et voilà, c'est pareil. Je suis arrivée, j'ai dit mais ça y est, c'est bon, quoi. J'avais l'impression de me retrouver. Par contre, les 3-4 premiers jours sont ultra inconfortables. À chaque fois, j'ai envie de rentrer en France. Comment tu fais pour gérer ces moments justement d'inconfort et de pas être dans l'abandon pas l'abandon dans le sens je m'abandonne à plus grand, mais l'abandon dans le sens je me laisse happer en fait par une sorte de voix qui a envie de me tirer vers le bas. Comment tu fais pour traverser ces moments-là? En fait, je me souviens que les fois d'avant, j'ai ressenti ça aussi et que c'est passé. Et donc, je suis douce avec moi-même. Je me dis, écoute, c'est normal, en fait. Là, t'es en plein choc culturel. En fait, on désapprend à apprivoiser l'inconnu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre en France, je retrouve mon quotidien, mes habitudes. Et après, j'ai plus de mal à repartir voyager. Et donc, il y a comme un moment, un laps de temps incompressible duquel tu dois passer pour enlever, en fait, toutes ces poussières et reconnecter à ton intuition. Et au début, je suis très agitée. Les 4 premiers jours, je suis agitée. Je pense encore à mes projets, je pense encore à faire 1000 trucs. J'ai mon côté très cartésien, rationnel qui est encore là, où ok, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et comme précisément, je n'ai rien prévu, c'est ça qui me fait peur au début. Je suis là, mais attends, mais là, tu n'as que toi à penser, que tes intuitions à suivre, que tes élans du moment à écouter, et tu n'as rien à faire. Rien à prouver à personne, rien à rentabiliser, rien. Et ça, c'est hyper vertigineux en fait. Quand t'as ça devant toi, t'es là, waouh, mais j'ai tellement plus l'habitude que je ne sais pas quoi en faire. Et il y a rien à faire. Et donc forcément, t'as un moment où t'es le temps de t'abandonner à ça et à changer un peu de fréquence vibratoire, de te mettre à penser à autre chose qu'à ta propre vie, quoi. En fait, c'est ça. Ou à penser à ta vie, du coup. Ouais, mais c'est même pas penser à ta vie, c'est juste vivre de t'abandonner à ce qui est là, quoi. Juste vivre. Et justement, tu te décentres un peu de ton quotidien de qu'est-ce qu'il faut que je fasse à telle heure, il faut que je prévoie ça, il faut que j'anticipe ça. Et ça, ouais, il y a toujours 3-4 jours. Et donc aujourd'hui, je le sais que de toute manière, même en le sachant, quand je me remets dans le bain, c'est dur. Donc je suis douce avec moi-même, je lis, je fais des choses qui me font du bien, j'appelle mes proches, je leur dis là c'est dur, j'ai envie de rentrer, mais bon je sais que ça va passer. Et en fait ça passe toujours. Ça passe toujours et après il arrive un moment au bout d'une semaine où en fait j'ai même plus envie d'avoir de contact avec la France. Et je suis complètement dans mon aventure et j'ai vu des choses incroyables et je me dis mais oui c'est bon, merci, il faut que j'y revienne plus souvent. Et à chaque fois je me promets d'y revenir plus souvent tellement c'est incroyable quoi. Comment, dans ta vie quotidienne, tu mets en pratique des valeurs de cœur qui t'animent? Par des gestes, par des paroles? Comment du coup, peut-être tu ramènes de cette vie que tu vis ailleurs dans ta vie? Comment ce que tu découvres de toi au bout du monde, tu le ramènes avec toi pour le mettre en pratique dans ta vie de tous les jours en fait? C'est une vraie question, merci de la poser parce que je me la suis vraiment posée quand je suis rentrée dans le là. Ça a été mon retour le plus compliqué. Alors que j'ai quand même beaucoup voyagé, mais là je sais pas, j'ai comme fait une mini dépression quand je suis rentrée fin janvier où je trouvais plus le sens à rien. Je me sentais à côté de la plaque, même mes proches, j'avais plus envie de les voir. Et tout me paraissait fade, tout me paraissait comme si le monde occidental était une immense pièce de théâtre et qu'on agitait tous des marionnettes dans tous les sens, mais pour brasser du vent. Et qu'on était vraiment à côté de ce qu'est la vie, la vraie vie. Et j'ai eu une énorme remise en question, en me disant, mais en fait, quelle est ma place ici, quoi? Il faut que je la vive en Inde, il faut... Et j'en ai écrit une newsletter, justement. J'écris une newsletter sur Substack qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil.
Et je me suis dit, en fait, Victoria ne fuit pas en allant vivre en Inde, parce que si tu es née en France, c'est qu'il y a une raison. Et qu'en fait, peut-être que ton rôle, c'est justement de faire un peu cette passeuse de lumière entre l'Inde et la France, parce qu'ici, on a tellement besoin des sagesses de l'Inde. Et donc, je me suis posée avec un stylo, un papier, en me disant, quelle sagesse de l'Inde tu peux ramener en France, en fait, et comment préserver ça ici, dans le monde occidental. Et donc, j'en ai fait toute une newsletter où j'ai décrit vraiment point par point ce que je retenais de ce pays et ce qui me permettait de continuer à préserver ça en France. Donc il y a plein de points, je vous invite à lire la newsletter, mais des plus principaux, c'est vraiment d'essayer de garder cette ouverture aux autres. Quand bien même en France on est très fermé, très individualiste, de continuer à dire bonjour dans la rue, de continuer à sourire aux gens, de continuer à adresser la parole à mon voisin dans le bus ou dans le train. Et ce qui est fou, c'est que tu sens que les gens, ils ont besoin de ça. En fait, quand tu souris, les gens, ils te sourient en retour. Comme si on avait soif de ça, en fait, tu vois. Et la douceur. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je rentre en France, je redeviens dure envers moi-même, exigeante, rigide, ce besoin d'anticiper, mais parce que j'ai besoin de faire mes preuves, quoi. Comme s'il fallait que je fasse ma place ici, quoi. Alors qu'en Inde, je ne ressens pas du tout ça. Je sais que j'ai juste à être moi-même et que ça suffit. Et donc aujourd'hui, j'essaie de préserver cette douceur en France, en renouant avec le plaisir, en côtoyant des gens qui me font du bien, en osant lâcher prise. Et donc, encore une fois, on revient à cette question d'énergie, mais en priorisant en fait les choses qui me donnent de l'énergie. Sans culpabiliser de prendre une après-midi, un jeudi, parce que en fait il fait beau et que j'ai juste envie d'aller faire une randonnée, quoi, tu vois. Et de se dire que, mais qui a dit qu'on devait faire 8h, 17h absolument tous les jours de la semaine parce que c'est ça qui ferait ta vie, alors que non. Et donc d'essayer au plus possible d'être connectée à mon cycle d'énergie et de quand est-ce que j'ai envie d'être derrière un ordinateur et au contraire quand est-ce que j'ai l'appel du dehors et de suivre ça. Donc j'essaie vraiment de garder cette présence et cette connexion à mon intuition ici en France, mais je sais que c'est plus compliqué. Ça demande plus de force que c'est presque un combat en fait de garder ça en France. Merci pour ce partage authentique de cœur et de nous transmettre toi comment ça se passe pour toi. On va arriver progressivement à la fin de l'échange. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai tous les liens. Vous pourrez retrouver Victoria dans la barre d'infos, son site internet, ses réseaux sociaux, tout ce qu'elle partage. Mais avant de clôturer, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Est-ce que toi, il y a un dernier message qui te tient à cœur, que tu aimerais transmettre, partager, quelque chose dont tu as envie qu'on se souvienne ou de te souvenir, qui est important pour toi? Pour moi, peut-être que notre plus grande manière de résister aujourd'hui, c'est de renouer avec l'émerveillement. Dans un monde où on éteint notre flamme intérieure, où on nous fait peur de tout, je crois que de préserver cet émerveillement qu'habitent souvent les enfants et de le garder dans le monde des grands et des adultes, c'est la plus belle arme qu'on puisse avoir pour cheminer dans nos vies et pour répondre plus largement aux problèmes divers et variés du monde actuel. On le voit, il y a des guerres de partout, il y a la crise climatique qui nous guette, il y a déjà des conséquences partout dans le monde. On a beaucoup de mal à se projeter dans un futur aujourd'hui qui est tellement incertain. Et je crois que malgré toutes ces peurs qui sont vraiment légitimes, parce que c'est vrai que le monde fait peur, et notre avenir aussi, de malgré tout continuer de sourire, continuer de s'émerveiller des petits plaisirs de la vie et de se rappeler que c'est quand même une chance incroyable d'être en vie et que tout est magie, quoi. Vraiment, tout est magie. Là, le cycle des saisons, on arrive au printemps, il y a les arbres qui fleurissent dans tous les sens. En fait, ça, c'est pas acquis, quoi. C'est beau. Enfin, c'est magnifique. Et juste de se rappeler de cette beauté, de cette magie-là, de ce cycle des saisons, de tout ce qui nous entoure, de la beauté. Là, on a un ciel magnifique avec le soleil qui se couche, le ciel rosé. Mais c'est juste incroyable d'avoir ça. Et d'essayer au plus possible de muscler je dirais sa vision, comme on muscle ses muscles avec le sport, de muscler sa vision vers le beau, de tourner son regard vers la beauté tout autour et donc de préserver coûte que coûte cet émerveillement. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Vraiment. Muscler sa foi, son intuition. Ah ouais. Toutes ces choses subtiles qu'on matérialise pas.
Merci de ton temps, merci de ta voix, merci d'avoir partagé ce qui vit dans ton cœur. Et puis on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux partages. Merci à vous.